On passe au prochain programme. Il est un peu plus lent, mais être plus lent, ça ne veut pas dire plus compliqué. Et c'est exactement la même complexité, sauf que ici, on va représenter graphiquement deux courbes au lieu d'une. Et donc, c'est ça qui a fait de sorte qu'on doit répéter des choses. Mais voilà, il n'est pas là. Le fait qu'on a la courbe 0 et la courbe 1, ici, on voit qu'il y en a une série d'instructions qui se répètent, tout simplement. Elles se répètent ici, là. Mais c'est pas compliqué. Alors, revenons. C'est tout d'abord l'importation des bibliothèques. Puis après, le temps, c'est la même chose entre 0 et 1 avec un intervalle de 0.01. La fréquence de Hertz, on peut la changer. Ici, j'ai pris la valeur de pi qui est la valeur dans la librairie. Dans le premier programme, je l'ai bricolé. J'ai mis des chiffres moi-même, 3,14, etc. Ici, j'ai pris la valeur précise avec beaucoup de chiffres après la virgule. J'ai utilisé la librairie, la bibliothèque math. Encore une fois, c'est un sinus. Donc A, c'est un tableau de valeurs. T également, rappelons-le. Et puis, j'ai dit, voilà, on a deux courbes, la première courbe et la deuxième courbe. Et voilà. Donc, axe ici, c'est deux courbes. Pour la courbe 0, parce que généralement en informatique, on commence par 0, on commence pas par 1. Donc 0, ça veut dire 1 pour nous, êtres humains. Pour l'ordinateur, toujours on commence par 0. Donc axe 0, c'est la courbe 1 pour les êtres humains. Et l'abscisse, c'est T, et puis l'ordonnée, c'est A. Donc l'axe des Y, c'est A. Ça s'appelle une onde sinusoïdale continue. L'abscisse, c'est l'axe du temps. L'ordonnée, c'est l'axe de l'amplitude. L'amplitude variable, l'amplitude ici, c'est variant avec le temps. C'est pas l'amplitude 3 qu'on a mis ici. Simplement, j'ai appelé ça amplitude. On peut appeler ça valeur, comme vous voulez. Et puis, je vais tracer la grille. Encore une fois, l'axe des abscisses. Abscisse, ça veut dire lorsque Y, la valeur verticale, est égale à 0. Et la couleur, c'est toujours le noir. Et puis, je commence une deuxième courbe, axe de 1. Et j'ai dit, je vais pas prendre la couleur par défaut. La couleur par défaut est bleue. Je vais prendre la couleur rouge. Donc, je vais tracer graphiquement avec le R, avec le rouge ici. Le titre, maintenant, c'est l'onde sinusoïdale discrète. L'abscisse, c'est toujours le temps. L'ordonnée, c'est toujours la courbe, la valeur de la courbe. Grille, et puis la couleur toujours noire. On va voir. Effectivement, on a une courbe bleue et une courbe rouge. Voilà, tout simplement, les abscisses dans les deux courbes. On revient ici. On peut jouer avec les valeurs. Changer la fréquence, changer l'intervalle si vous voulez ici, etc. S'il vous plaît, faites ça. Passons au lab 3, donc c'est un lab qui est très court ici, toujours avec la fonction sinus de pi-ft, et puis on va représenter graphiquement une courbe discrète. Alors elle va être en gris, puis on va faire une forme, un marqueur pour dire la valeur discrète, l'impulsion, elle est représentée comment. Lorsque je fais la lettre D, grand D comme ça, bon, ça va me donner ça. Ça c'est ma courbe discrète. Si je change ça par exemple en tiré, petit tiré comme ça, là, je réexécute, ça me donne maintenant la forme continue, c'est-à-dire avec le tiré, je fais le lien entre un Dirac et un deuxième. Donc la courbe discrète devient continue. Si je mets, disons, X par exemple, voilà, et je fais ça. Alors, sur chaque échantillon, il va mettre la lettre X qui est là-dedans. Si je mets étoile, il va me mettre l'étoile sur chaque échantillon. Si je mets, voilà, un point par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, il met des Dirac avec un point qui est dessus. Donc c'est une façon de représenter graphiquement des courbes discrètes. On utilise ce qu'on appelle le stem qui est ici. Donc une autre façon de représenter les courbes discrètes. Voilà, la programmation c'est tout simplement de démarrer de quelque chose de simple, puis de varier, comme j'ai fait ici. Là. Faites varier vous-même les choses et vous allez apprendre. Donc on a fait assez d'exemples pour les représentations graphiques de courbes.
Nous passons à l'expérience 4. Maintenant, on va traiter l'audio, les fichiers audio, et plus précisément, on va traiter les fichiers du type WAV. WAV, c'est un format de fichier audio. MP3, c'est un autre format. AU, c'est un autre format. Donc, nous, on va traiter WAV, qui est très utilisé. Ce n'est pas le côté informatique qui nous intéresse. Comment on fait le fichier, comment on le programme, etc. C'est pas ça qui est la chose qui nous intéresse. Alors, toutes les fonctions qui sont offertes par les librairies de Python, on va les utiliser. On ne va pas rentrer beaucoup dans les détails. La chose qui nous intéresse, c'est le côté traitement du signal. Alors, l'audio, par exemple, on sait que l'audio ne peut pas dépasser une fréquence de 20 kHz, sinon l'audio ne serait plus audible, on ne peut pas l'écouter. Alors, fréquence d'échantillonnage doit être le double de la fréquence maximale, c'est-à-dire vers les 40 kHz. C'est le critère de Nyquist. Il vaut mieux échantillonner avec 40 kHz, c'est-à-dire lorsqu'on choisit des échantillons, les échantillons doivent être tassés jusqu'à 40 000 échantillons par seconde. Plus que ça sera mieux. Moins que ça, on va perdre des fréquences qui sont hautes. Par exemple, lorsqu'on échantillonne avec 22 000, avec 25 000, on va perdre des fréquences qui sont hautes, telles que les fréquences de 15 kHz ou bien 19 kHz. Donc ça, c'est la chose qui nous intéresse. La fréquence d'échantillonnage, ou bien le taux d'échantillonnage, qu'on appelle sampling rate, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Alors, dans ce cas-là, on a une audio qui, dans cette URL, donc elle est sur Internet, et le lien vers cette audio, vers ce fichier audio, c'est ce lien-là. Alors, on peut agrandir encore un peu. Voilà. Et donc, on commence par importer les librairies, puis on indique le chemin web, donc le lien web. Et puis ici, ce sont des choses informatiques qui ne sont pas très intéressantes pour nous, mais je peux expliquer quand même un peu. Là, ce qu'on fait, on va prendre le fichier qui contient de l'information sur les échantillons du son, et puis chaque format, WAV, MP3, AU, etc., il organise le fichier différemment. L'entête est différente, comment on met les échantillons, c'est différent. Alors, le contenu audio, il est ici. Donc, la variable audio content, elle contient tout le contenu. Maintenant, le contenu, il est organisé comment? Il est organisé selon WAV, le format WAV, selon le format MP3, dépendamment du format, on va lire les échantillons un par un. Comme pour l'image. Une image qui est conçue avec le format TIFF, ce n'est pas une image qui est conçue avec le format JPEG. Le contenu physique, c'est le même, mais la façon d'organiser le fichier, de répartir l'information, elle est différente. Ça dépend d'un format à l'autre. Alors après, on va ouvrir ce contenu audio, et ce contenu audio, on va l'ouvrir prenant en compte que les échantillons à l'intérieur de ce fichier sont organisés selon le format WAV. Alors, les données de l'audio, on va les lire, et puis on va lire également, et ça se trouve généralement dans l'entête, dans le début du fichier, on va lire le taux d'échantillonnage, ou bien en quelque sorte c'est la fréquence d'échantillonnage. Voilà. Maintenant, après, on fait un display, ça c'est une fonction informatique qui nous permet de faire ça, la chose que vous voyez en bas. Ça c'est le résultat. Okay? Donc, cette fonction-là, ça nous donne cette interface-là, et lorsqu'on pèse sur play, on va écouter l'audio. Normalement, on la voit pas. On la voit seulement lorsqu'on exécute. Mais moi, je l'ai exécuté pour vous montrer ça. Maintenant, si j'exécute, voilà, ça tourne, et voilà, ça me donne ça. Alors, je vais augmenter le son un peu pour qu'on puisse l'écouter. Puis après, je pèse ici.
Voilà, j'arrête. Maintenant, je peux ouvrir un autre code. Donc, je monte ici, là, et je lui dis, ajoute-moi un code, là. Je l'ajoute. Ben, le code que j'ai ajouté, ça vient après. Mais en réalité, cette interface de Google, elle met en mémoire le code que j'ai mis ici. Donc, je peux continuer ici. Par exemple, je peux dire, voilà, print, hein, c'est-à-dire affiche le sample rate. Donc, le taux d'échantillonnage ici, print, voilà, sample rate. Et je fais, tac, et ça me donne, c'est 22 050. Voilà, ça c'est le taux d'échantillonnage. Ou bien ce que je peux faire également, je peux aller ici avec la souris là et la mettre sur sample rate ici. Et voilà, ça me donne déjà le chiffre qui est 20 050, on le voit ici. Il nous dit aussi que sample rate, c'est une variable avec le type int, c'est-à-dire integer. Ici, les échantillons, lorsqu'on les a mis dans le fichier, on les a mis avec int size. Ben, qu'est-ce que ça veut dire int size? C'est-à-dire les échantillons sont des entiers et ces entiers-là sur 16 bits. Alors, 16 bits, c'est-à-dire ils ne dépassent pas la valeur 65 000 quelque chose. Ben, s'ils sont sur 8 bits, ça ne va pas dépasser 255 parce qu'avec 8 bits, on ne peut pas faire un nombre qui est supérieur à 255. Avec 16 bits, l'entier maximal est 2 à la puissance 16 moins 1 ou bien 256 au carré moins 1. Ça donne 65 535. Donc voilà, le taux d'échantillonnage c'est 22 050. Maintenant, on peut faire les choses d'une autre façon avec un autre programme parce que en informatique, là, on peut programmer quelque chose avec différents codes. Donc l'algorithme, ça peut changer. Moi, j'ai préparé une autre façon également. Je peux la tester également devant vous. Voilà. Je la prends d'ici, là. Ouais, je l'ai pris, CTRL-C pour copier, maintenant je reviens, et bon, je peux écraser ceci, hein. Je l'enlève, et puis je mets mon code CTRL-V, hop, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça a été écrit en Word, et l'interface Google Colab n'accepte pas le copier-coller directement de Word. Alors, je dois utiliser, je ne sais pas, un notebook par exemple, celui-là, et voilà, tac. Donc un autre éditeur, simple, la chose basique là, CTRL-C, et je reviens ici. Voilà, maintenant il a accepté, c'est un autre code, c'est un peu plus petit, ben, je l'active, j'exécute avec le triangle, tac, et voilà, ça me donne des données. Et puis à la fin, il m'a donné l'interface pour que je puisse jouer l'audio, donc l'écouter, tac. La même chose. Et voilà, donc c'est une autre façon de le faire. Alors c'est l'expérience numéro 4. Avec l'expérience numéro 4, nous avons appris comment afficher, comment écouter une audio, comment lire tout d'abord un fichier audio, puis comment l'écouter. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui est informatique, nous on l'utilise, on l'importe, on fait du copier-coller. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi je rentre un peu dans les détails parce que je programme également, je suis un concepteur. Mais pour vous, étudiants et chercheurs, vous n'avez pas besoin de tout connaître, mais connaissez et essayez de connaître le côté traitement du signal plutôt que le côté informatique.